Bon, on va commencer. On en était resté à l'exercice 5, mais peut-être avant de le commencer, je voulais savoir si vous aviez des questions déjà sur ce qu'on avait fait la dernière fois, ce qu'on a fait hier. Est-ce que depuis la dernière fois, vous avez des questions qui vous sont venues sur l'un ou l'autre des exercices qu'on a fait? Personne? Pas de questions? Ok. Bon. Alors, du coup, on va commencer avec cet exercice 5. Donc, je vous avais demandé de le chercher, donc peut-être que vous allez pouvoir répondre un petit peu aux questions que vous avez préparées. Alors, d'abord, donc, dans cet exercice, vous avez A et B qui sont deux parties non vides de R, telles que pour tout A de la partie grand A et tout B de la partie grand B, on a A plus petit ou égal à B. Alors, d'abord, il faut démontrer que A est majoré et que B est minoré. Alors, est-ce que vous avez des idées pour démontrer ça? Qu'est-ce qu'il faut démontrer pour démontrer... Alors, on va commencer avec A majoré, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut dire pour démontrer qu'une partie est majorée? On peut peut-être dire qu'il existe un grand M dans R, tel que pour tout X appartenant à A, X est inférieur ou égal à M, et on essaie de trouver ce grand M. Exactement. Donc c'est ça, hein, montrer qu'une partie est majorée, c'est justement lui trouver un majorant, un élément de R qui sera plus grand que n'importe quel élément de A ici. Alors qu'est-ce qu'on peut donner comme majorant ici, dans ce contexte précis? Les éléments de A, est-ce que vous pouvez me donner un élément de R qui serait plus grand que n'importe quel élément de A ici? Qu'est-ce qu'on peut donner? B, un élément de grand B. Exactement, voilà. On peut le prendre quelconque, effectivement, hein. Là, si je prends B qui appartient à la partie grand B, par hypothèse, on sait que on a alors pour tout A appartenant à A, on va avoir petit a inférieur ou égal à petit b. Donc effectivement, on peut dire que B est un majorant de A. Et donc, si on a trouvé un majorant, c'est que A est majoré. Bon, maintenant pour démontrer que qu'on a B qui est minoré. Bon, c'est pas bien différent. Qu'est-ce qu'il faut dire? Le même raisonnement, mais avec un petit M qui serait plus petit que tous les X appartenant à grand B ou B. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner ici comme M, comme minorant ici? A. Voilà. A qui serait quoi? Il serait dans quoi? Ce serait quoi comme ce petit A? A dans grand A. Oui, voilà. On prend effectivement un petit A qui appartient à grand A. Donc,
on sait que du coup, pour tout B, pour tout petit b qui appartiendrait à B, on a A qui serait plus petit ou égal à B, par hypothèse. Donc du coup, ça veut dire que mon petit a, il est plus petit que n'importe quel élément de B, donc c'est un minorant. De B. Et donc si on a trouvé un minorant pour B, on peut dire que B est minoré. Ok, alors on a montré que nos deux parties, la première est A est majorée, B est minorée. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'on voudrait démontrer que le sup de A est inférieur ou égal à l'inf de B. Alors, des idées pour démontrer ça? Au moins un début de raisonnement? Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi le sup de A? C'est le plus petit majorant de A. Oui. Et l'inf de B? Le plus grand des minorants. C'est le plus grand des minorants, c'est ça. N'hésitez pas à allumer vos micros et à participer, hein, parce que le chat, je le regarde aussi un petit peu, mais moins que... Ça va moins vite que si vous intervenez par le micro, donc n'hésitez pas, participer, essayez de faire avancer la séance. Donc, maintenant qu'on a rappelé ça, donc sup de A effectivement le plus petit des majorants, inf de B le plus grand des minorants. Ok. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez essayer de montrer que le sup de A est inférieur à l'inf de B? Alors peut-être pas en une étape, mais alors peut-être dans un premier temps, essayer de démontrer que déjà vous avez le sup de A qui va être plus petit que tous les éléments de B. Dans un premier temps, peut-être commencer par ça. En fait, alors, on va essayer de vous mettre un petit peu sur la voie. On a dit déjà dans un premier temps, sup de A, c'est le plus petit des majorants. D'accord? Donc, comment dire? Donc peut-être, alors, d'abord on a déjà trouvé, enfin en fait j'ai envie de vous aider mais sans trop vous donner la réponse, j'aimerais bien qu'elle vienne de vous. Là déjà dans un premier temps, ce qu'on vient de montrer, c'est déjà dans la première partie, hein, dans le petit a, on a trouvé un B qui est un majorant de A. Bon, c'est déjà une première étape, mais du coup, au vu de la définition du sup de A, sup de A, on a dit, c'est le plus petit des majorants. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du sup de A par rapport à ce B?
Le sub de A il est inférieur ou égal à B. Très bien, c'est ça. Comme c'est le plus petit des majorants et que B est lui-même un majorant, sub de A, il va être plus petit ou égal à B. Ok, donc on peut déjà écrire ça. Donc je reprends le début de la rédaction. Hein. Donc soit B un élément de B, on a dit qu'alors, pour tout A appartenant à A, on a A inférieur ou égal à B, donc B est un majorant de A. D'accord? Et, et sup de A, on a dit, c'est le plus petit majorant de A. Donc, ça veut dire que sup de A est inférieur ou égal à B. D'accord? Bon. Alors, maintenant, est-ce qu'on pourrait essayer de terminer cette démonstration pour arriver... Alors nous, ce qu'on veut, donc c'est déjà une première étape, on a déjà montré que le sub de A est inférieur à B, mais maintenant, je voudrais essayer de démontrer que sub de A est inférieur à l'inf de B. Alors, est-ce qu'on pourrait essayer en raisonnant un petit peu de la même façon mais cette fois-ci, donc en parlant du plus grand minorant, essayer de terminer un petit peu cette démonstration-là, d'arriver à l'inégalité finale. Là, avec cette inégalité ici, qu'est-ce qu'on peut déduire de cette inégalité-là? Comment est-ce qu'on peut la reformuler? Qu'est-ce qu'on peut dire ici de... le B qu'on a pris ici, c'est un B qui est complètement pris arbitrairement dans la partie B. Donc du coup, ça veut dire qu'elle est valable, cette inégalité-là, pour n'importe quel B. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout B appartenant à B, on a sub de A qui est inférieur ou égal à B. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'on vient de démontrer en écrivant ça? Que sub de A est un minorant de B? Oui, très bien. Donc, sub de A est un minorant de B. Ok, très bien. Alors, maintenant, comment on conclut? Comment on conclut quant à l'inégalité? Il n'y a plus grand-chose à dire maintenant. Si vous avez compris ce qu'on a fait au début de la démonstration, là, il n'y a plus grand-chose à dire pour terminer. Là, on a montré que sub de A est un minorant de B. Et rappelez-moi, c'est quoi l'inf de B? L'inf de B, c'est le plus grand des minorants de B. Oui, donc du coup... Sub de A est inférieur ou égal à l'inf de B. Voilà.
exactement. L'inf de B, c'est le plus grand des minorants. Étant donné que sub de A est un minorant, il va être forcément plus petit que le plus grand des minorants. Donc, plus petit que l'inf de B. Donc, et inf de B est le plus grand minorant de B. Donc, sub de A est inférieur ou égal à l'inf de B. Voilà, donc on a démontré ce qu'on voulait. Alors, donc maintenant on vous demande des exemples de parties A et B, tels que on est A strictement inférieur à B pour tout AB dans l'ensemble A croix B, et puis tel qu'on est sub de A qui est égal à l'inf de B. Alors, déjà, on peut commencer par donner un ensemble A complètement arbitraire, et puis après, on choisira l'ensemble B pour que ça respecte bien les conditions demandées. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme ensemble A? Faut en choisir un. Donnez-moi un. Vraiment, là, il n'y a pas de mauvais choix, il faut juste en donner un. Alors, R, ça va être un petit peu problématique dans le sens où là, il faut que nos parties quand même respectent une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un sup et un inf. Donc, pour sup, si on veut que sup de A existe, il faut que notre partie A soit quand même respecte quand même une condition. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un sup existe? Il faut qu'il y ait un majorant. Voilà, il faut qu'il y ait un majorant, donc il faut que ce soit une partie qui soit majorée. Donc prendre R tout entier pour A, ça va pas être possible. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre à la place? Partie majorée de R. Moins 3, 2 avec la borne A2 ouvert. D'accord. Et en 3, bon, peu importe. De fermer. On ferme. Ok. D'accord. Donc là, on a pris notre partie A. Maintenant, il faut choisir une partie B. Alors déjà, il faut que tous les éléments de A soient strictement plus petits que n'importe quel élément de B. Déjà. Donc, comment est-ce qu'on peut choisir notre partie B? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Il faut que tous les éléments de B soient strictement plus grands que les éléments de A. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme partie B? Madame, j'ai pas compris la question, vous pouvez réexpliquer? Oui. Donc là, on cherche des parties A et B pour lesquelles on a pour tout élément de A, il faut que et tout élément de B, il faut que A soit strictement inférieur à B. Donc il faut que tous les éléments de A soient strictement inférieurs à n'importe quel élément de B. Donc là, on a déjà choisi notre A. Comment est-ce que je dois choisir B pour que ça vérifie cette deuxième condition? Plus grand que 2. Alors, donc l'intervalle, il commence à 2 et après il finit à, je sais pas, 10. D'accord. Alors, 2, je le prends ou je le prends pas? On le prend. On peut le prendre, ok. Et 10? On prend pas 10, d'accord. Alors,
je ne le prends pas. Alors, ici, effectivement, je vais avoir que n'importe quel élément de A, dans l'intervalle moins 3, 2, va être strictement inférieur à n'importe quel élément de B. Donc là, on peut le noter. Hein. Donc, on a A strictement inférieur à B pour tout couple AB pris dans l'ensemble A croix B. Donc ça, c'est bien vérifié. Maintenant, on va vérifier si on a bien la deuxième condition qu'on nous impose. Le sup de A, qu'est-ce que c'est? Le plus petit des majorants de A. Et donc, dans ce contexte-là, avec la partie A qu'on a choisie, qu'est-ce que c'est, le sup de A? Il n'y a pas de sup. Pour A, alors, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, je pense savoir ce que l'erreur que vous faites. Là, ici, on a une partie qui est majorée. On est bien d'accord, hein, le A, il est majoré. On peut lui trouver un majorant, on peut trouver un nombre qui est plus grand que tous les éléments qui sont ici. Donc, dès lors qu'on a une partie majorée, on a forcément un sup. Par contre, qu'est-ce qu'on n'a pas ici pour A? C'est pas un sup qu'on n'a pas, c'est quoi qu'on n'a pas? Le max, exactement, c'est ça. Donc attention à pas confondre. Là, on a toujours une borne, on a bien un sup ici puisque la partie est majorée. Par contre, on n'a pas de max puisque le sup qui est... C'est quoi le sup du coup? C'est 2. C'est 2, mais vous voyez que ce sup, il n'est pas dans l'intervalle puisqu'on a ouvert le crochet. Donc, il n'y a pas de max. Mais par contre, on a bien un sup, donc on va noter ça. Donc, sup de A, c'est 2. Et inf de B, c'est quoi? C'est 2. Oui, l'inf de B, c'est 2. Donc, on a bien que sup de A est égal à l'inf de B. Donc cette question petit c, elle est là pour vous montrer que même si vous êtes... Donc là, au début, on avait supposé qu'on avait une partie A et une partie B pour lesquelles les éléments de A étaient tous plus petits que n'importe quel élément, plus petits ou égal que n'importe quel élément de B. Le petit c, il est là pour vous montrer que même si cette inégalité est stricte, c'est-à-dire si n'importe quel élément de A est strictement inférieur à un élément de B, eh bien l'inégalité n'est pas stricte sur le sup de A et l'inf de B. Vous voyez l'inégalité large qu'on a montrée ici, sup de A inférieur ou égal à inf de B, elle ne devient pas stricte ici, c'est-à-dire qu'on n'a pas sup de A strictement inférieur à inf de B, puisque là on a réussi à trouver un cas où il y avait égalité. Donc en général, même si on a une inégalité stricte ici, l'inégalité sur le sup et l'inf n'est pas stricte. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice avant qu'on passe au suivant? Pas de questions? Alors, on passe au suivant. Exercice 6. Donc, ici, on a A et B qui sont deux parties non vides et majorées de R. Ah pardon, vous voulez peut-être que je revienne à... Après, de toute façon, les tableaux, je vais les publier sur Universitis. Donc après, vous pouvez éventuellement récupérer ce que vous n'avez pas eu le temps de noter. Mais bon, je veux bien revenir quelques minutes en arrière pour que vous puissiez noter. D'accord. Alors, donc, soit A et B, deux parties non vides et majorées de R.
Alors, on suppose dans le petit a que A est inclus dans B. On veut démontrer que sub de A est inférieur ou égal à sub de B. Alors, donc là, ici, hein, dans cet exercice 6, on va un petit peu réappliquer le raisonnement qu'on a utilisé dans la partie, dans l'exercice précédent. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment démarrer ça? On peut peut-être dire que comme A est inclus dans B, tout petit a dans A est inférieur ou égal à tout petit b dans B. Alors, inférieur ou égal, je suis pas d'accord. Mais effectivement, le fait que A soit inclus dans B, on va pouvoir dire quelque chose comme ça. Mais on va corriger un petit peu. Donc, A inclus dans B, ça implique que quel que soit petit a appartenant à A, alors, c'est ce qu'il y a après qui me gêne un petit peu. On n'a pas petit a inférieur à petit b, non. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas, il existe un A plus petit que B? Non plus. Au sens, la définition même de A inclus dans B, c'est pas ça. Ça veut dire que A, il appartient à la partie B aussi. C'est ça. Donc, quand on prend un élément qui est dans A, comme A est inclus dans B, ce qu'on peut dire, c'est que ce petit a, il appartient à B aussi. Donc, voilà. Donc, si on a un petit a qui est dans A, alors il est dans B aussi. Voilà ce que ça veut, enfin, au sens strict, hein, c'est A inclus dans B, c'est ça que ça veut dire. Dès que je prends un élément dans A, il est dans B aussi. Ok. Alors, comment on peut se servir de ça maintenant pour démontrer ce qu'on nous demande? On peut supposer qu'il existe un ensemble des majorons qui sont plus grands que A. Alors, ça veut dire que vous prenez un petit a dans A, si j'essaye de comprendre ce que vous me dites. Et, alors, je suis pas sûre d'avoir compris d'où vous partiez. Donc, vous prenez un petit a dans A, c'est ça? Et après, j'ai vu que vous parliez d'ensemble des majorons, mais j'ai pas très bien compris où vous vouliez en venir. Alors, bon. Et si on regarde, ça veut dire qu'on sait que A est majorée, donc elle possède une borne supérieure. Oui. De même pour B, il est majoré, donc il possède aussi une borne supérieure. Oui. Et comme A est inclus dans B, alors la borne supérieure de A est forcément plus petite. Oui, gentil. Alors, ça, c'est justement ce qu'on aimerait arriver à démontrer. Mais par contre, vous avez raison. Effectivement, on peut commencer à écrire déjà ce que vous disiez au départ. Donc, A et B sont majorés. Donc, A est majoré. Donc, A admet une borne supérieure. Ça, c'est vrai. J'espère qu'il n'y aura pas de reprise de cours en présentiel. Elle est capable de nous envoyer le tableau et puis. Moi, je Alors, il y a quelqu'un qui a son micro ouvert et qui ne s'adresse pas à moi. Est-ce que vous pourriez couper vos micros? Donc, A admet une borne supérieure, ok. Et puis, on peut écrire la même chose pour B.
Effectivement, ça c'est vrai. Et justement, cette borne supérieure, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est... Alors, la borne, bon, peu importe, hein, on peut parler de la borne supérieure de A ou la borne supérieure de B. On peut commencer par la borne supérieure de A, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on a une borne supérieure, la borne supérieure de A, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi la borne supérieure? On a dit une borne supérieure, c'est un majorant. Ouais, donc ce qu'on peut dire, c'est que tous les éléments de A vont être plus petits que la borne sup de A, et de la même façon, pour B, n'importe quel élément de B vont être plus petits que le sup de B. Peu importe hein, duquel on parle, on peut l'écrire pour les deux en tout cas. Ok. Alors, comment j'arrive, une fois que j'ai remarqué ça, à démontrer que la borne sup de A est forcément inférieure ou égale à la borne sup de B, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas utilisé non plus pour le moment le fait que A est inclus dans B non plus. Vu que A est inclus dans B, alors A est plus petit ou égal à la borne sup de B. Très bien, oui. Donc là, si on prend un petit A qui appartient à grand A, on sait que petit a appartient à B, puisque A est inclus dans B. D'accord? Et donc, ça veut dire que ce qu'on a écrit, l'inégalité qu'on a écrit ici, qui est valable pour tous les éléments de B, bah, elle va être vraie pour ce petit A-là, puisque ce petit A-là est dans B. Donc, je vais lui donner un nom à cette... je vais lui mettre un petit 1. Donc, d'après le petit 1, on a petit a inférieur ou égal au sup de B. Ok. Bon. Et alors, comment on fait intervenir le sup de A dans tout ça maintenant ? Notre dernière inégalité, qu'est-ce qu'elle nous permet de dire ? Donc là, cette inégalité-là, la dernière qu'on a, donc je vous rappelle que le petit a qu'on a choisi, on l'a pris complètement arbitrairement. Autrement dit, j'aurais pu prendre n'importe quel autre petit a de A, cette inégalité aurait été valable. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en déduit ?
Alors, ce que vous dites, Ryan, dans le chat, c'est peut-être un petit peu rapide. Est-ce que vous pourriez expliquer... Alors, c'est vrai que là, on a que A est inférieur ou égal à sub de B, mais aller directement à la conclusion, c'est peut-être un tout petit peu rapide. Comment on peut le justifier que... Enfin... En fait, j'en reviens toujours. Là, ici, c'est la fin de la démonstration, c'est exactement ce qu'on a fait dans l'exercice précédent. L'exercice 5, c'est exactement le même type de raisonnement. Là, juste le fait que on ait sub de B qui est plus grand que n'importe quel élément de A. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Comment est-ce qu'on peut reformuler ça? Sub de B est un majorant de A. Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut dire directement de cette inégalité. Donc là, hein, je vais le réécrire. Donc là, comme on a pris un A complètement arbitraire, ça veut dire que on a montré que quel que soit A appartenant à A, petit a est inférieur ou égal à sub de B. Autrement dit, sub de B est un majorant de A. Ok? Et alors, comment on termine? Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est que le sub de A? Sub de A, c'est le plus petit majorant de A, donc il est forcément plus petit que sub de B. Oui. Sub de A, c'est le plus petit des majorants, et sub de B, on sait que c'est un majorant. Mais si sub de A, c'est le plus petit, c'est qu'il est forcément plus petit que sub de B. Donc, et sub de A est le plus petit majorant de A. Donc, sub de A est inférieur ou égal à sub de B. Vous voyez, c'est toujours un petit peu le même raisonnement. On trouve un majorant qui est notre sub de B, et ensuite, comme sub de A c'est le plus petit des majorants, il est forcément plus petit que ce majorant. C'est un petit peu le même raisonnement qu'on utilise depuis tout à l'heure hein, dans l'exercice 5 et puis là dans cette question petit a. Alors, donc là on a fini pour cette première question. Maintenant, il faut montrer que le sup de A union B est égal au max de sub de A sub de B. C'est-à-dire le max de sub de A sub de B, hein, ce sera égal au plus grand des deux. Soit à sub de A si c'est lui le plus grand, soit à sub de B si c'est lui le plus grand. Donc, des idées pour démontrer ça? Alors, déjà peut-être quelques petits rappels. Donc, A union B, c'est quoi? C'est les éléments qui sont dans A ou dans B. Voilà. Bon, alors du coup, là, bon, ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut se rappeler que c'est toujours vrai, c'est-à-dire ce qu'on avait dit ici, hein, que pour tout A de la partie A et tout B de la partie B, on a toujours hein, que A est plus petit que sub de A et B est plus petit que sub de B. Ça, c'est toujours valable. Comment est-ce que je fais maintenant pour montrer que un de ces deux réels, donc soit sub de A, soit sub de B, est plus grand que le sub de A union B.
Bon, peut-être avant de parler du sup, le sup, on sait hein, que c'est qu'il va exister seulement à condition que A union B soit majoré. Donc peut-être la première chose, c'est qu'on va essayer de trouver, de montrer que la partie A union B est majorée. Donc, pour montrer qu'une partie est majorée, on prend un élément de cette partie et puis on démontre, il faut qu'on lui trouve, faut qu'on trouve un réel qui sera plus petit que ce nombre x. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme majorant du coup pour A union B? Pour ce x. Et donc comme majorant pour A union B. Donc vous m'avez dit déjà, je vais le noter, que si x appartient à A union B, alors il y a deux possibilités. Soit x appartient à A, soit x appartient à B. D'accord? Donc c'est l'un ou l'autre. Alors, du coup, s'il appartient à A, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est majoré parce que dans l'énoncé, ils disent que la partie A est majorée. Oui, et qu'est-ce qu'on peut donner comme majorant? Grand M indice A. Oui, d'accord, mais souvenez-vous de ce à quoi on veut arriver nous. Il y a peut-être un majorant un petit peu plus explicite qu'on pourrait donner pour la partie A. Sub de A. Voilà. Sub de A, c'est un majorant de A. Hein. Donc, effectivement, comme x est dans A, eh bien, x va être inférieur ou égal au sub de A. De la même façon, x étant dans B, il va être inférieur au sub de B. D'accord? Donc, de tout ça, de ces deux choses-là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Notre x, il va être plus petit, puisqu'il est plus petit que le sub de A. Il est plus petit que le sub de B. Il va être plus petit que, souvenez-vous, hein, ce qu'on essaye de faire apparaître. On a fait apparaître le sub de A, le sub de B, mais maintenant on aimerait bien faire apparaître aussi le max. S'il est plus petit que sub de A et sub de B, il est en particulier plus petit que le plus grand des deux. C'est-à-dire le nombre qui est le plus grand entre sub de A et sub de B. Donc là, cette inégalité, qu'est-ce qu'elle nous permet de dire encore une fois? On peut dire que A ou B, la partie A union B est majorée par max de sub de A sub de B. Bien. Donc effectivement. Oui, allez-y, continuez. Et comme le sub de A ou B, c'est... Ah non, je me suis trompée, je m'arrête. Alors, bon, on va déjà noter ça. Effectivement, là, ce qu'on peut dire, c'est que max de sub de A sub de B, c'est un majorant de A union B. Il est plus grand que n'importe lequel des éléments de A union B, donc c'est un majorant. Donc, max de sub de A sub de B, c'est un majorant de A union B. Ok. Bon. Et encore une fois, reprenez ce qu'on a fait dans le petit a. Comment est-ce que je peux finir? Si je reprends exactement le même schéma que ce qu'on a fait dans le petit a, qu'est-ce que je peux rajouter après ça?
j'ai un majorant de A union B. Qu'est-ce que je peux en dire? Il est inférieur ou égal au sub de A union B. Voilà. Donc, et toujours sub de A union B est le plus petit majorant de A union B. Donc, max, pardon. Donc sup, pardon, de A union B est inférieur ou égal au max de sup de A sup de B. Alors évidemment, là, ce qu'on vient de montrer, c'était pas tout à fait ce qu'on voulait. Puisque nous, ce qu'on voulait, c'était démontrer l'égalité. On voulait démontrer que sup de A union B est égal au max de sup de A sup de B. Pour l'instant, on a montré qu'une inégalité. Du coup, comment est-ce qu'il va falloir finir ça? Comment est-ce que, quand on veut démontrer une égalité et qu'en fait on a simplement montré une égalité, comment est-ce qu'on peut finir? Qu'est-ce qu'on va montrer maintenant? On peut montrer que ça peut pas être inférieur. Alors voilà, c'est ce que j'attendais un petit peu comme réponse. Oui, mais en fait là ce que j'attendais plutôt c'est quand si vous montrez une inégalité dans un sens, en fait l'idée quand vous voulez montrer l'égalité, c'est de démontrer qu'on a aussi l'inégalité dans l'autre sens. Et donc si on a l'inégalité dans les deux sens, on a l'égalité. Donc là en fait l'idée ça va plutôt être de montrer dans un deuxième temps que on a sup de A union B qui est plus grand que le max de sup de A, sup de B. De montrer donc l'inégalité dans l'autre sens. Et pour ça, ce que je vais vous suggérer, c'est d'utiliser ce qu'on a fait dans la première partie. Souvenez-vous, ce qu'on a fait dans la première partie, c'est qu'on a utilisé le fait que quand une partie était incluse dans une autre, on avait sup de A qui était inférieur ou égal au sup de B. Alors là, en choisissant judicieusement votre A et votre B, on va pouvoir utiliser cette première partie. Alors, ici, dans le contexte qu'on a là, donc avec A union B, A et B, est-ce qu'il y a une inclusion que vous pourriez me donner? Un des ensembles qu'on est en train de manipuler qui serait inclus dans un autre? Non, vous voyez pas? Quel ensemble pourrait être inclus dans l'autre? A est inclus dans A union B et B est inclus dans A union B aussi. Oui, alors, je vais noter les deux que vous venez de donner. Donc, vous m'avez dit A est inclus dans A union B et B est inclus dans A union B. Ok. Alors, du coup, si je prends la première des deux, d'après ce qu'on a fait dans le petit A, qu'est-ce qu'on peut en déduire?
Dans le petit a, on a montré que si a est inclus dans B, sub de a est inférieur ou égal au sub de B. Donc, j'ai la réponse qui vient de m'être donnée dans le chat. Donc, elle a été donnée pour l'inégalité d'après, mais c'est la même chose. Donc, d'après le petit a, effectivement, là, comme on a B qui est inclus dans A union B, on va avoir que le sub de B est inférieur ou égal au sup de A union B. Et de la même façon, là, j'ai A qui est inclus dans A union B, donc d'après le petit a, ce qu'on peut dire, c'est que le sup de A est inférieur ou égal au sup de A union B. D'accord? Et donc maintenant, comment je conclus? Vous avez un nombre qui est plus grand que sup de A, et ce même nombre est plus grand que sup de B. Donc ça veut dire que ce nombre... Il est plus grand que le max des deux. Ben voilà. Donc il va être plus grand que le max de sup de A, sup de B. Voilà. Donc là, on vient de démontrer l'inégalité dans l'autre sens. D'accord? Voilà la deuxième inégalité qu'on a montrée. Donc je vais leur donner des noms. Celle-là, je vais l'appeler 2. Et celle-là, je vais l'appeler 1. Donc finalement, 2, 1 et 2. On déduit l'égalité, c'est-à-dire on déduit que le sup de A union B est égal au max de sup de A, sup de B. Voilà. Donc, on en a fini avec les parties étoilées de cet exercice, mais bon, vu que c'est pas encore très très fluide toutes ces manipulations-là, je vous propose qu'on le termine cet exercice et qu'on fasse aussi le petit c. Alors, dans le petit c, on vous demande, donc on suppose que A inter B est vide, et on vous demande de démontrer que le sup de A inter B est inférieur ou égal au min de sup de A, sup de B. Alors, donc en fait, c'est plus ou moins le même travail que ce qu'on vient de faire, mais version intersection. Alors, est-ce que vous avez des idées un petit peu sur comment je pourrais démontrer ça? Donc là, on n'a même pas une égalité à montrer, on a juste une inégalité. On reprend comme le B. Oui, alors c'est vrai qu'on va faire une reprise un petit peu de ce qu'on a fait dans B, mais quelle partie? Comment vous voulez que je commence? Qu'est-ce que vous voulez dire? On prend un X qui est A inter B. D'accord. Que X appartient à A et que X appartient à B. Alors, soit X appartient à A inter B, ouais. Donc, Et que X appartient à A et X appartient à B, d'accord. Et que X est plus petit que les sups de A et les sups de B. Oui.
Du coup, Oui. c'est là où ça change. Bah, X est plus petit que le max de sub A et sub B, mais ça sert à rien. Voilà, donc là, alors, c'est vrai que là, il va pas falloir finir de la même façon. Mais si votre x, il est plus petit que deux nombres, un nombre, le premier qui est sub de A et le deuxième qui est sub de B, qu'est-ce que vous pouvez en déduire? Mettons que, je donne un exemple peut-être un petit peu plus parlant. Si vous avez un x qui est plus petit que 2 et un x qui est plus petit que 3, Donc X est trop plus petit que... il est plus petit que 2. Donc, en fait, il est plus petit que Le plus petit. Voilà, que le plus petit, que le min de 2 et 3. Donc là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si vous avez x qui est inférieur à sub de A et x qui est inférieur à sub de B, bah, il va être plus petit que le plus petit des deux. D'accord? Donc, x est inférieur ou égal au min de sup de A sup de B. Ok. Et ensuite, donc vous avez décidé de reprendre le même schéma de démonstration que dans le B, donc bah, poursuivez. Qu'est-ce qu'on a dit après ça? Le min de sub de A et sub de B est un majorant de A inter B. Donc, Et min sub de A sub de B est un majorant de A inter B. Ok. sub de A inter B est le plus petit des majorants de A inter B. Donc, sub de A inter B est plus petit que le min de sub de A sub de B. C'est bien. Donc, est le plus petit majorant de A inter B. Donc, sup de A inter B est inférieur ou égal à min de sup de A sup de B. Ok. Bon. Ok, donc ça c'est bien. Donc là, on a bien notre inégalité. Alors juste, je voulais vous montrer que en refaisant un petit peu ce qu'on a fait plutôt dans la deuxième partie du B, on pouvait aller un petit peu plus vite. Donc elle est très bien cette démonstration, mais je vais vous proposer une autre méthode aussi. Enfin, vous allez me la proposer. Si je pars un petit peu comme ce qu'on avait fait là en haut de ce tableau, et qu'on repart avec l'idée d'appliquer le petit a, c'est-à-dire de chercher une inclusion ou plusieurs inclusions. Qu'est-ce qu'on pourrait donner ici comme inclusion d'ensemble? Qui est inclus dans qui? A inter B est inclus dans A et A inter B est inclus dans B. Oui. Ok. Et donc, d'après le A, qu'est-ce qu'on peut dire? Sub de A inter B est inférieur ou égal au sub de A. Oui. Et la même chose pour le B. Et même chose pour le B. Oui.
Donc A inter B inférieur ou égal au sup de A. Et puis sup de A inter B est inférieur ou égal au sup de B. Ok. Et alors, comment je termine? C'est un petit peu la même chose que ce qu'on a dit en fait quand on a fait ce raisonnement-là. J'ai un nombre qui est plus petit que sup de A et ce même nombre est plus petit que sup de B. Donc, il va être plus petit que le minimum des deux. Exactement. Oui. Donc, sup de A inter B est inférieur ou égal au min de sup de A, sup de B. Voilà. Donc, on a démontré l'inégalité de la même façon ici. Donc voilà, deux méthodes, une qui utilise le petit a, l'autre qui ne l'utilise pas. Voilà. Alors maintenant, on va voir dans le 2i, que cette inégalité, contrairement à l'inégalité qu'on avait vue au moment, enfin, à ce qu'on avait vu au moment de l'union, où on avait non pas une inégalité, mais une égalité, on va voir que dans ce cas-là, il n'y a pas égalité entre le sup de A inter B et le min de sup de A, sup de B. Pour ça, on vous propose de chercher un exemple dans lequel on aurait inégalité stricte et puis un où on aurait égalité. Voilà ce qu'on vous demande de faire dans le 2i. Donc, de la même façon que tout à l'heure, ce que je vais vous proposer de faire, c'est déjà de me donner un ensemble A, et puis on verra après ce qu'on prend pour l'ensemble B pour que ça respecte bien les conditions. Donc, comme ensemble A, remarquez, on peut peut-être reprendre celui qu'on avait pris tout à l'heure, donc je crois que c'était moins 3, 2. Fermé. Non, c'était où? C'était ouvert. Hop. Et un ensemble B. Alors maintenant, il me faudrait donc un ensemble B. « 0,10 » Alors, 0,10. Bon, les crochets, je les mets un petit peu, peu importe, complètement au hasard. Peu importe, pour l'instant, on va voir ce qui se passe pour cet exemple-là. Alors, ici, pour commencer, c'est quoi le sup de A? Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure. Bon. C'est 2. Et le sup de B? C'est 10. C'est 10. Ok. Donc là, c'est le sup de A, le sup de B. Maintenant, on va regarder A inter B. Alors, c'est quoi A inter B déjà? 0,2. Oui. Alors, 0 inclus, exclu? Zéro inclus et 2 exclus. Oui. Alors, c'est quoi le sup de A inter B? 2. Oui. Donc, finalement, là, on est dans le cas où le sup de A inter B est égal au minimum de sup de A, sup de B. Donc là, on a sup de A inter B qui est égal au min de sup de A, sup de B. Alors, ça c'est donc le deuxième exemple qu'on nous demandait. Maintenant, ce que j'aimerais, donc on va garder le même A, mais il faudrait que vous me choisissiez un autre B pour lequel, cette fois-ci, donc le sup de A est toujours le même, mais il faudrait que vous me choisissiez un B
tel que du coup, le sub de A inter B soit strictement inférieur au min du sub de A sub de B. C'est-à-dire que le nombre qu'on va obtenir pour le sub de A inter B, ce soit strictement plus petit que le sub de A et le sub de B, en fait. Alors, sur le chat, on me propose -6, 1. Alors, bon, on ne précise pas les crochets, je vais les mettre moi-même. Alors, c'est quoi le sub de B? C'est 1. Oui. Et c'est quoi A inter B? Alors, ça commence à -3 et ça va jusqu'à... Jusqu'à 1, oui. 1 inclus. Alors, du coup, c'est quoi le sup de A inter B? Oui, j'ai la réponse sur le chat, c'est 1. Oui, donc là, vous voyez que c'est un exemple qui ne va pas fonctionner parce que là, encore une fois, le sup de A inter B est égal au min de sup de A sub de B. Le min de sup de A sub de B, c'est 1. Donc on a égalité, encore une fois. Donc c'est pas un exemple où j'ai le sup de A inter B qui est strictement inférieur. Donc c'est un exemple qui ne va pas marcher. Donc est-ce qu'on pourrait revoir notre ensemble B pour qu'on ait bien une égalité stricte? On peut prendre une union. Exactement. Là, la clé, ça va être ça, parce que si vous continuez à prendre des intervalles, le principe va toujours être le même, on va toujours avoir notre égalité. Donc là, effectivement, l'idée, ça va être de prendre une union. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'union? 0, 1, union 3, 5. Alors, 0, 1, alors je ferme les crochets, Oui. je dirais ça. Et 3, 5. Ok. Alors, c'est quoi le sub de B? Ça va être 1. Non. Ah non, 5, 5, 5, pardon. 5. Ok. Maintenant, A inter B. C'est quoi? Euh, 0, 1. Oui. Ok. Donc, c'est quoi le sup? Bah 1. Oui. Cette fois, c'est bon. Ok. Donc là, vous voyez bien que notre sup de A inter B, il est strictement plus petit que le min de sup de A sub de B. Le min de sup de A sub de B, c'est 2. Donc, il est bien strictement inférieur au min de sup de A sub de B. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Ça va? Bon. Alors, ce que je vous propose du coup, c'est de pas trop s'attarder sur cette fiche parce que la fiche suivante est assez conséquente et du coup je vous propose plutôt dans le temps qui nous reste, la petite demi-heure qui nous reste,
de commencer la fiche suivante. Donc, vous avez bien commencé les suites en cours, hein. Oui. Oui? Ok. Bon, de toute façon, là, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, on va pas aller très loin, hein. C'est même des choses que vous avez déjà vues en terminale, donc même si vous n'êtes pas allé très loin sur les suites, ça devrait aller pour aujourd'hui. Alors, donc là, dans ce premier exercice sur les suites, on va parler de suites arithmétiques. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est une suite arithmétique pour commencer? Non, personne? C'est une suite où le terme suivant s'obtient en additionnant le précédent par un terme qu'on appelle la raison. Oui, et ce terme, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est une constante. Voilà, il est constant. Donc on passe d'un terme au suivant en ajoutant un réel constant, qu'on appelle la raison. Oui. Donc là, on vous demande, hein, on vous dit pour le calcul d'une somme de termes successifs d'une progression arithmétique, on pourra se ramener à la formule 1, 2 jusqu'à 1 plus 2 plus, etc. jusqu'à n égale n fois n plus 1. Et donc, on va considérer une suite UN qui est une suite arithmétique, réelle ou complexe, de raison R. On vous demande à chaque fois de calculer UN et SN dans chacun des cas suivants. Alors, déjà, quand on a une suite arithmétique, comment est-ce qu'on calcule le terme UN? Alors, c'est pas précisé, c'est vrai, mais quand on vous dit de calculer le terme UN, c'est de le calculer en fonction de n. Donc là, pour notre première suite, on a une suite pour laquelle U0 c'est 5 et la raison c'est 2. Comment je calcule dans ce cas UN? Alors, peut-être on va ralentir un petit peu. Alors, je sais que U0 c'est 5. Bon. U2 ça va être quoi? Pardon, U1 ça va être quoi? C'est 7, c'est-à-dire c'est 5 plus 2. Ça va être quoi le terme U2? Neuf. 9, c'est-à-dire, en fait, c'est 5 plus 2 plus 2. 5 plus 2 fois 2, finalement. Pareil, U3, je vais faire 5 plus 2 plus 2 plus 2, c'est-à-dire 5 plus 2 fois 3. Donc maintenant, si je prends un terme quelconque, UN, comment est-ce que je vais le calculer? Ça vaut U0 plus 2 fois R. Alors, 2 fois R, je crois que vous avez juste... Ah oui, non, R, non, 2 fois N, 2 fois N. Voilà, c'est ça. Donc, plus R fois N. D'accord? On prend le premier terme et on lui ajoute N fois la raison. D'accord? Donc ici, ça va nous faire 5 plus 2N. Voilà, ça c'est une. Ok. Alors maintenant, on vous demande aussi de calculer Sn. Donc Sn ici, on vous dit ça va être U0 plus U1
plus U2, plus, etc. jusqu'à UN. D'accord? Alors, pour calculer cette somme, on vous donne une petite indication, c'est-à-dire qu'on vous propose d'utiliser la formule qu'on vous a rappelée dans l'énoncé, celle qui nous permet de calculer la somme 1 plus 2 plus 3 plus etc. jusqu'à n. Donc l'idée, dans un premier temps, ça va être de la faire apparaître à un moment, cette formule, dans notre somme, qui pour l'instant est une somme de termes de la suite. Donc U0, U1, U2, etc. jusqu'à UN. Donc dans un premier temps, déjà, ce qui serait bien, c'est d'arriver à exprimer chacun de ces termes. Donc U0, on a dit c'est 5. U1, vous me l'avez dit oralement, c'est 5 plus 2. U2, vous m'avez dit c'est 5 plus 2 fois 2, etc. Et puis, UN, on l'a dit dans la première question, enfin dans la première partie de la question, c'est 5 plus 2 fois n. Alors, là-dedans, dans tout ce qu'on a ici, est-ce que déjà il y a des choses qui se répètent, qu'on pourrait éventuellement simplifier? Je vous écoute. Le factorisé par 5. Alors, le 5, effectivement, c'est vrai qu'il revient. Alors par contre, c'est sur le terme de facteur que je suis un peu moins d'accord. Facteur, ça veut dire qu'en fait, ce 5 devrait être multiplié. Ici, le 5, à chaque fois, il est tout seul. Hein. Donc, c'est pas vraiment facteur. C'est juste qu'il revient, effectivement. Et d'ailleurs, il revient combien de fois, ce 5 ? N fois. Alors, pas n fois, comptez mieux. N plus une fois. Voilà. N'oubliez pas qu'on a ce U0 qui nous rajoute un terme supplémentaire. Donc en fait, le 5, il y est n plus une fois. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui revient très souvent? Le R2. Oui, la raison, le 2. Alors, lui, cette fois-ci, il revient, mais il revient... alors là, il est tout seul, mais là, non. Là, non plus. Donc, cette fois-ci, là, contrairement au 5 où j'étais pas d'accord, le 2, lui, effectivement, il revient, il apparaît en facteur plusieurs fois. Donc, effectivement, là, on va pouvoir factoriser tous les termes en 2. Donc, les termes en 2, hein, ils sont là. Il y a celui-ci, celui-là, celui-ci. Donc, si je factorise par 2, qu'est-ce que ça va me donner ? Qu'est-ce que je vais mettre dans la parenthèse ? Ce terme-là, si je le factorise par 2, il va rester... C'est une somme. Ça fait 5 plus, entre parenthèses, 2 facteur de 5 plus 5 fois 2, etc. Alors, les termes en 5, on n'en parle plus là. Hein. Les termes en 5 qui étaient là, on les a tous rassemblés ici. D'accord ? Donc, on n'en parle plus, on s'en est déjà occupé. Moi, il y a juste les parties que j'ai soulignées en vert qui vont rester. Et donc, si je les mets dans si je les factorise par 2, là, 2, si je le factorise par 2, en fait, ce qu'il faut se demander, c'est par combien je dois multiplier 2 pour réobtenir ce terme-là.
Madame, c'est pas une somme vraiment de U égale 1 jusqu'à n? C'est ça, oui. En fait, voilà, ce terme-là, si je le factorise par 2, il va me rester 1. Hein. 2 fois 1 fait bien 2. Ensuite, le deuxième terme, qui est ici, si je le factorise par 2, il va me rester 2. Hein, puisque 2 fois 2 donne bien 2 fois 2. Et puis, bon, après on a nos petits pointillés. Et puis, notre dernier terme, c'est pareil, si je le factorise par 2, il va me rester n, puisque 2 fois n va bien me redonner mon 2 fois n qui est ici. Donc voilà ce que ça donne. Les termes que j'ai soulignés en vert, ils sont donc maintenant dans cette factorisation-là. Et donc effectivement, hein, ce que disait votre collègue, c'est qu'ici on reconnaît justement la somme qu'on nous avait annoncée dans la formule au début de l'exercice. Donc là, vous avez la somme 1 plus 2, etc. jusqu'à n, et donc on vous dit que ça donne, cette formule-là, elle est égale à n fois n plus 1 sur 2. Donc je vais pouvoir le remplacer. Voilà. Alors, là, on a terminé, c'est-à-dire qu'on a répondu à la question, on a bien exprimé Sn en fonction de n. Simplement, est-ce qu'on pourrait essayer de simplifier un petit peu cette expression-là? La rendre un petit peu plus jolie, un peu moins lourde. On peut simplifier par 2 sur la fraction. Ouais, déjà il y a une simplification par 2 effectivement qui est possible. Quoi d'autre? Factoriser par n plus 1. Ouais, il y a une petite factorisation par n plus 1 effectivement à faire. Donc si je factorise par n plus 1, qu'est-ce que ça va me donner? « 5 plus n ». Oui. Donc le 5 qui est ici, et puis le n qui nous reste là. Ok. Donc voilà, ça c'est pour Sn. On a terminé avec cette première suite. Ok, alors maintenant, si je recommence le travail pour la deuxième. Donc là, cette fois-ci, j'ai une suite qui commence à U1. D'accord? Donc U1 vaut moins 3, et la raison, c'est 4. Alors, comment est-ce que je vais calculer UN? C'est U1 plus R fois n. Alors, U1 plus R fois N. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Parce que là, si j'applique la formule telle qu'elle, par exemple, pour calculer, je sais pas moi, U1, prenons lequel plus simple, cette formule, elle marche pour tout n. Donc, en particulier, elle va marcher pour U1. Si je l'applique pour U1, cette formule, donc ça donne U1 plus R fois 1. C'est-à-dire, U1, c'est moins 3, et donc je vais devoir ajouter 4 fois 1. Et donc, j'obtiens que U1, d'après cette formule, va être égal à 1. Or, nous, on sait que U1, c'est moins 3, c'est pas 1. Donc, du coup, comment je corrige, en fait, cette formule? Le fait de commencer à U1 fait que la formule, il y a une petite modification à faire pour adapter cette formule. On va pas faire R fois N, mais on va faire R fois oui, c'est ça. Donc là, il y a une petite correction à apporter du fait qu'on commence à U1. D'accord? Alors, hop, je vais effacer ça.
Du coup, ensuite, je fais l'application numérique. Hein, donc, U1, on a dit moins 3. Et la raison, on a dit 4. Voilà. Donc, après, il me reste éventuellement à simplifier un petit peu, pareil, cette expression. Hein, on a répondu à la question, simplement, on va la simplifier un petit peu. Et comment je la simplifie ? Qu'est-ce que je fais pour la simplifier? C'est pas une question. Oui, tout simplement, on développe. Oui. Donc, moins 3 plus 4n moins 4. Et donc, ça nous donne 4n moins 7. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'expression de UN. Alors, on va reprendre maintenant aussi exactement le même travail pour calculer Sn. Donc, on commence par écrire U1 plus U2 plus U3, etc. jusqu'à UN. Voilà, donc ça c'est notre Sn. Et donc on refait le même travail que tout à l'heure, c'est-à-dire on va commencer par exprimer chacun de nos termes en fonction du premier terme et de la raison. Donc U1, ça bouge pas, c'est moins 3. U2, ça va être quoi ? Comment on calcule U2 ? 1. Oui, alors pas vraiment. Alors c'est bien, hein, c'est ça, le résultat c'est 1. Mais comment c'est quoi le calcul que vous faites ? 3 plus 4. C'est ça. Pour U3, Moins 3 plus 2. moins 3 plus... J'ai compris moins 3 plus 2. Non, plus 8. Plus 8, d'accord. Donc plus 4 fois 2 en fait. Ok, on ajoute 2 fois la raison, très bien. Donc ça c'était pour U3, et puis on continue jusqu'à UN. Et donc UN, hein, on l'a dit tout à l'heure, ça va être moins 3 plus 4 fois, et donc attention, n-1. Ok. Alors, de la même façon que tout à l'heure, on peut constater qu'il y a beaucoup de choses qui se répètent. La première chose qui se répète, c'est quoi ? Moins 3. Combien de fois il se répète le moins 3 ? N fois. N fois, oui. Cette fois-ci, on n'a plus le U0 au départ, donc effectivement, cette fois-ci, il va se répéter N fois. Ok ? Et qu'est-ce qui se répète d'autre ? Moins 3. Alors, le moins 3, on a réglé son cas. 4. Oui, voilà. Donc, les moins 3, c'est bon. On s'en est occupé. Et donc, il y a le 4 qui revient également. Le 4, lui, il revient en facteur. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, vous voyez, là, il revient 4 fois 2, 4 fois n-1. Donc, lui, on va plutôt on va en faire une factorisation. Donc, 4. Et donc, si je factorise par 4, alors, au départ, ça va redonner la même chose. 1 plus 2. Et cette fois-ci, attention, on va s'arrêter à n-1. D'accord ? Donc, du coup, l'étape d'après reste quand même la même, c'est-à-dire que on va essayer d'appliquer notre formule, celle qu'on nous a donnée dans l'énoncé, pour essayer de réécrire cette parenthèse. Mais cette fois-ci, si je l'applique à notre cas,
Qu'est-ce que ça va donner, cette formule? On va exclure le dernier terme. J'ai pas bien entendu ce que vous avez dit. On va exclure le dernier terme. Oui. Et donc, elle va donner... Donc, c'est-à-dire que là, en fait, au lieu d'aller jusqu'à n, on va aller jusqu'à n-1. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va changer pour ce côté? En fait, il va falloir que j'applique cette formule pour n égale n-1, si vous voulez. Et n sur n. J'ai pas entendu, j'ai entendu le sur 2 final, mais j'ai pas entendu le reste. n-1 Oui, moins n sur 2. c'est ça. Ouais. Ok. Donc du coup, même principe que tout à l'heure, on a terminé, c'est-à-dire qu'on a bien répondu à la consigne. Juste, est-ce qu'on peut simplifier un petit peu tout ça? Oui, on va factoriser par n. Oui. Et le 2, 4 sur 2. Oui, 4 sur 2, effectivement. Donc le 4, on va pouvoir le simplifier avec le 2. D'accord, donc il va nous rester 2. Et après, effectivement, on a aussi une factorisation par n qui est possible. Donc, je réécris comme ça. Donc, moins 3n plus 2 fois n-1 fois n. Et donc, effectivement, de là, je peux faire une factorisation par n qui va donner... là, je factorise par n moins 3. Et là, si je factorise par n, il va me rester 2 n-1. Bon, c'est pas encore très joli comme ça. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? On va développer ce qui est à l'intérieur. Oui, dans la parenthèse, on va développer ce qu'on peut développer, c'est-à-dire le 2 fois n-1. Donc, ça va nous donner 2n moins 2. Et donc, ça donne n facteur de 2n moins 5. Voilà pour notre ESN. Ça va? Alors, il nous en reste une. Alors, la dernière, un petit peu plus difficile, puisque là, on a une suite complexe. Bon, ça va, la difficulté va être limitée, mais à cause de ça, mais il y a aussi une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que notre premier terme, cette fois-ci, ça va être U2. Donc, même chose, donc pour tout n cette fois-ci entier avec n supérieur ou égal à 2, qu'est-ce que ça va nous donner pour un? Donc si on adapte ce qu'on a fait tout à l'heure. Ça va nous donner 7 plus 2i. Oui. Plus n moins 2 et a. C'est ça. Donc là, effectivement, on va commencer. Donc le premier terme, ça va être U2. Donc cette fois-ci, la raison, on va ajouter la raison, mais n moins 2 fois, puisqu'on a commencé à U2. Donc effectivement, ça va nous donner pour nous ici 7 plus 2i, ça c'est U2, plus notre raison, donc 2 plus i, fois n-2. Voilà.
Donc ça, c'est pour notre UN. Ok. Alors, maintenant, bon, on peut éventuellement un petit peu simplifier cette écriture-là comme on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire en développant ce qu'on a ici. Donc ça nous donnerait 7 plus 2i, ça on n'y touche pas, et puis on fait notre double distributivité, donc 2 fois n, 2n, 2 fois moins 2, moins 4, i fois n plus in, et puis i fois moins 2, moins 2i. Donc là, on s'aperçoit qu'on va pouvoir simplifier déjà nos 2i. J'ai 2i ici, moins 2i ici. Ensuite, je vais pouvoir faire mon 7 moins 4. Donc 7 moins 4, 3. Et puis ensuite, j'ai ces deux termes qui sont en n, qu'éventuellement je vais pouvoir refactoriser par n. Donc ça va me donner 2 plus i fois n. Voilà, donc ça c'est pour l'expression de UN. Alors maintenant, même chose, la somme. Donc la somme, évidemment, ici, elle va commencer à U2, plus U3, plus etc., jusqu'à UN. Alors U2, on sait ce que c'est 7 plus 2i. U3, qu'est-ce que ça va être? On a toujours une suite arithmétique, hein, donc ça se calcule toujours de la même façon. Du coup, vous mieux utiliser la version simplifiée ou la plus... Alors, le plus simple, je pense, parce que l'idée, c'est toujours de se ramener à cette formule-là, celle qu'on a vue dans l'énoncé, 1 plus 2, etc., jusqu'à n. Et pour pouvoir l'utiliser, c'est peut-être plus pratique de garder la version de U3 qui utilise le premier terme et la raison. C'est ce qui sera le plus simple. Donc, du coup, pas utiliser forcément l'expression qu'on a déterminée tout à l'heure. Donc, plutôt garder, du coup, 7 plus 2i plus la raison. Donc, plus 2 plus i. Ensuite, on continue jusqu'à n. Et donc, n, on l'a dit tout à l'heure, c'est 7 plus 2i plus 2 plus i fois n-2. Alors, encore une fois, on peut constater qu'il y a des choses qui reviennent. La première qui revient, c'est notre premier terme, 7 plus 2i. Il revient combien de fois? N-1. Bien. 7 plus 2i revient n-1 fois. Ok? Et ensuite, exactement comme tout à l'heure, on a notre raison qui revient ici. Et en fait, à chaque fois, elle revient, mais elle revient en facteur. Donc, comme tout à l'heure, on va factoriser par notre raison. 2 plus i. Et donc, si je factorise, de la même façon que tout à l'heure, là, elle revient dans ce terme-là avec un facteur 1. Dans le terme suivant, elle apparaîtrait avec un facteur 2, etc. jusqu'à un où la raison apparaît avec un facteur n-2. D'accord? Et donc, encore une fois, je reconnais dans ma parenthèse le début de la formule
qui nous est rappelé dans l'énoncé. Simplement ici, il va falloir l'appliquer pour n qui vaut Ça fait Oui, allez-y. n-2 facteur de n-1 sur 2. C'est très bien, oui, c'est ça. Donc là, effectivement, le n de la formule, ça va être en fait n-2. Donc, quand je l'applique, d'abord, j'ai n, donc là, je vais avoir n-2. Et puis ensuite, j'ai n plus 1. Donc là, ça va faire n-2 plus 1, c'est-à-dire n-1 sur 2. Ok. Voilà, donc encore une fois, quand on en arrive là, on a fait le travail, c'est-à-dire qu'on a exprimé Sn en fonction de n. Éventuellement, ce qu'on peut faire ensuite, c'est essayer de simplifier un petit peu notre expression. Et les simplifications vont être à chaque fois plus ou moins les mêmes. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on fait à chaque fois, c'est essayer de simplifier cette division par 2. Et pour ça, on va diviser notre complexe qui est ici, notre raison, qui est 2 moins i. Donc ça va nous donner 1 plus i sur 2 fois n-2 fois n-1. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Toujours le même principe. Factorisé par n-1. Voilà, on a une factorisation par n-1 possible. Donc, ça va nous donner 7 plus 2i plus 1 plus i sur 2 facteur de n-2. Et comme on l'a vu dans le petit b, si on veut simplifier encore un peu, on peut faire notre développement à l'intérieur de la parenthèse. Donc n-1 facteur de 7 plus 2i, ça on n'y touche pas pour le moment. Et après on développe 1 fois n, donc plus n, 1 fois moins 2, plus n sur 2 i, moins i. I sur 2 fois 2, i. Voilà. Et éventuellement ensuite, là, on peut encore réduire un petit peu notre expression, puisqu'on est dans des nombres complexes. Ici, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est rassembler partie réelle, partie imaginaire, donc notre 7 moins 2, 5, plus n. Et puis ensuite, les parties imaginaires, donc là, j'ai 2i moins i qui va me donner i. Et puis, j'ai mon plus n sur 2 i. C'est-à-dire, ça va nous donner 5 plus n pour la partie réelle, et puis 1 plus n sur 2 pour la partie imaginaire. Voilà. Donc, voilà pour le résultat, sous quelle forme on peut le présenter. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais poster donc les tableaux sur Universities comme à chaque fois. J'ai encore essayé d'enregistrer la séance, donc j'espère que je vais pouvoir vous poster aussi la vidéo de la séance. Et puis pour la prochaine fois, donc la semaine prochaine, ce que je vais vous demander, c'est de préparer donc l'exercice analogue à ce qu'on vient de faire sur les suites arithmétiques, mais cette fois-ci pour les suites géométriques, donc l'exercice 3, et puis aussi de regarder l'exercice 6 sur les suites arithmético-géométriques. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois. Merci, au revoir.